Lorsqu'un combat se transforme en règlement de compte, ça pourrait être le titre de l'interview que va nous accorder aujourd'hui M. Claude Gourou, président des victimes donc des déchets toxiques. La Côte d'Ivoire a été ébranlée par cette affaire en 2006. Et depuis 2006, soit 19 ans durant, il a mené le combat de sorte à ce que toutes les victimes dans leur ensemble soient en tout cas indemnisées. Il a fait un peu le tour de Londres, de Genève. Il vient d'ailleurs de la Suisse où il y a une dernière décision par rapport à ces victimes. Et aujourd'hui, je dirais ça comme ça, il est dans une guerre larvée pratiquement face au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, qui lui est, selon lui, coupable de détournement dans cette affaire. On sera en tout cas dans un imbroglio juridique. Mais bien avant de vraiment, on va dire, d'aller en profondeur sur ce sujet, bien avant d'avoir tous ces échanges, moi je vais poser une question toute simple à M. Gourou. Cela va faire pratiquement 19 ans que vous vous battez pour les victimes des déchets toxiques. Ce combat ne vous a-t-il pas profité, vous, ou a-t-il profité à ceux pour qui vous vous battez? Je voulais vous remercier déjà pour cette opportunité. Mais je crois qu'il faut faire une analyse globale de l'environnement aujourd'hui qui prévaut cette affaire-là en termes de combat pour les victimes. Déjà, en Côte d'Ivoire, j'ai eu le privilège de représenter les victimes. En 2006 déjà, face au président Laurent Gbagbo, au palais présidentiel. Lorsque cette catastrophe a éclaté, il a bien voulu rencontrer les victimes des déchets toxiques. Et les parents, donc toutes les victimes en Côte d'Ivoire, M. d'Akwedo, de Benjerville, de Vridi Canal et autour, ont bien porté leur choix sur ma personne comme porte-parole, en plus des chefs traditionnels du village d'Akwedo. D'où déjà la légitimité que j'avais pour représenter ces victimes. Je vous parle du président de la République en son temps. Merci de faire ce rappel historique. En tout cas, ça permet de situer le contexte dans lequel vous avez commencé à mener ce combat. Tout à fait. Donc là, nous sommes en 2006. Nous sommes en 2006 lorsque le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, convie toutes les victimes à une rencontre au palais présidentiel. Et je suis porte-parole. C'est là que tout est parti après que nous étions déjà organisés. Le président Laurent Gbagbo octroie 40 millions aux victimes pour mieux s'organiser et défendre leurs intérêts. Entre-temps, en février déjà, le ministre Tagro et l'État de Côte d'Ivoire étaient en train de transiger avec Trafigura pour arriver à un accord amiable pour dédommager et les victimes humaines, les victimes économiques et l'État de Côte d'Ivoire. Un dédommagement a été obtenu par l'État, 100 milliards. Et les victimes, cet accord que l'État a eu avec Trafigura ne soustrait pas le droit des victimes de pouvoir se défendre elles-mêmes et réclamer d'autres droits, d'autres fonds ou d'autres indemnisations, d'autres réparations à Trafigura. Okay. Voilà comment, même après avoir obtenu le dédommagement de l'État de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo a pu obtenu, que nous saluons déjà, que nous avons salué déjà et que nous resaluons encore, nous nous sommes organisés en association privée pour demander d'autres indemnisations au plan international. Je peux vous dire aujourd'hui que ça, c'est le plus grand gain que j'ai pu avoir, cette fierté-là, de pouvoir défendre l'intérêt de millions de mes parents, de millions de mes compatriotes dans mon pays, devant une instance internationale, c'est la Haute Cour de justice en Angleterre. Nous avons pu obtenir un gain de 22 milliards et je crois que ça, c'est l'une des premiers gains, pas financiers, mais de fierté. C'est ce que nous avons pu obtenir. Aujourd'hui, je crois que cette légitimité est reconnue par beaucoup d'avocats internationaux qui nous sollicitent aussi pour continuer le combat des victimes. Et aussi, je suis sollicité par beaucoup de victimes au plan national d'abord et au plan international pour pouvoir continuer ce combat-là. Et pour l'environnement qui a été souillé dans notre pays et pour les personnes qui sont aujourd'hui handicapées pour avoir inhalé et respiré ces produits dans notre pays, et pour des personnes qui ont perdu la vie aussi, parce qu'il y a des familles qui ont été aujourd'hui marquées à cause de cette catastrophe-là. Et aujourd'hui, quand vous êtes appelé, vous êtes contacté, vous êtes sollicité, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse gagner dans ce combat-là. Ce que nous pensons aussi avoir gagné, c'est d'être déterminés, de ne pas baisser les bras devant de graves injustices qui ont prévalu dans la gestion de cette catastrophe de notre pays. Notamment où des personnes se sont permis d'abuser de ma position, d'abuser de la confiance que j'ai placée en leur personne pour pouvoir soutirer les fonds de ces victimes. Et aujourd'hui, il me faut porter le chapeau. 15 ans après, je crois que, pour moi, je continue de me battre
et j'ai la tête encore, je suis déterminé et c'est les plus belles choses que je suis déterminé et je suis en tout cas convaincu de pouvoir poursuivre. C'est ce que j'ai pu gagner. En mal ou en bien, des condamnations à la justice, mais lorsqu'on s'engage dans un combat, il faut assumer tout ce qui vient avec. Donc aujourd'hui, je l'assume, mais je suis déterminé à gagner, en tout cas, ce combat-là pour les victimes dans leur entièreté, pour que le gain soit total et soit définitif. Sinon, je peux dire aujourd'hui à mi-parcours, je suis fier d'avoir mené ce combat et de continuer de le mener. Voilà ce que je peux dire. Si je retiens quelque chose justement dans ce que vous avez dit de prime abord, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a engagé des poursuites contre Trafigura et cet État a obtenu 100 milliards de francs CFA pour les victimes des déchets toxiques. Tout à fait. Et vous, sur une initiative privée, vous avez engagé d'autres procédures qui ont permis d'avoir 22 milliards encore pour dédommager ces victimes les victimes. Ça, sur ce point, c'est ce que j'entends. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que vous-même, vous êtes une victime. D'autant plus que vous habitiez dans la commune de Port-Boué. Et donc, légitimement, ayant été porté comme le porte-parole avec les chefs coutumiers qui ont été reçus par le président de la République, et vous êtes dans toute la légitimité de porter ce combat. Et vous estimez qu'aujourd'hui, ce combat, il a été plus à l'avantage des victimes et non à votre avantage. C'est ce que je retiens. Tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait vous répondre justement, c'est un peu comme les politiciens quelque part, qui disent « Ok, on se bat pour le peuple », alors que lorsque ces politiciens voient les dividendes qu'elles engrangent au nom de ce peuple par rapport à la gouvernance et autres, les dividendes sont beaucoup plus nombreuses que les acquis du peuple. Est-ce que vous n'avez pas eu ces acquis-là quand même, au-delà du tout le combat que vous avez pu mener? Votre question m'amène, me ramène à une question que un magistrat de notre pays m'avait posée le 11 mai 2022. Le 11 mai... le 11 mai 2023, la question était de savoir, je suis accusé de détournement de fonds, mais aujourd'hui, quels sont les biens que je détiens? Et j'ai mis au défi la justice de mon pays, j'ai mis au défi tous les enquêteurs de mon pays. Parce que quelquefois, quand on donne des chiffres comme ça dans ce combat-là, on a l'impression que Claude Gourou a saisi des milliards, ou il aurait... Et je l'ai dit, toute enquête, que ce soit en Côte d'Ivoire, même dans mon village à Guibérois, à Abidjan, partout en Europe, soit des biens immobiliers, que ce soit de l'argent, que ce soit tout ce que vous pouvez imaginer. Mais non seulement je n'ai rien gagné dans cette question, mais aujourd'hui je paye le prix de celui qui aurait tous ces fonds-là. Pourtant, on sait les coupables, on sait les auteurs, ceux qui se sont enrichis, ceux qui ont transformé et qui ont mis en place aujourd'hui, j'ai dit, tout un système et un royaume financier en Côte d'Ivoire sur la base des détournements qu'ils ont fait de ces déchets toxiques. Non, je ne suis pas comme les politiciens qui disent qu'ils se battent pour le peuple et qui se sont enrichis. Toutes les victimes le savent. Par contre, tout ce qui nous a permis aujourd'hui de mener des actions et de travailler, se sont faits dans un cadre constitutionnel, en termes d'organisation d'associations privées. Les associations privées vivent et travaillent en fonction de ressources internes. Ces ressources internes-là proviennent des cotisations, des legs, des dons en interne des différents membres. Et donc, fort du groupement de personnes dont nous nous revendiquons, c'est-à-dire les victimes elles-mêmes, elles ont des cadres de membres, elles ont des cadres en tant que victimes, nous avons des bonnes volontés qui contribuent, ainsi de suite et autour. Ce sont ces ressources-là qui permettent, par exemple, de pouvoir financer les honoraires des avocats, qui permettent de financer, par exemple, les voyages en Europe devant des institutions internationales. Et donc, c'est en interne. Et la loi nous autorise à ce que les victimes puissent contribuer à cela. Concernant la cagnotte des victimes ou l'argent revenant aux victimes elles-mêmes, suite à un acquis au plan judiciaire, à aucun moment, et je le dis, j'ai dit même au juge, j'ai dit, fouillez partout. Je ne vis pas de cela. Je n'ai pas vécu de ça et je ne vis pas de ça et je n'ai caché aucun sou quelque part. Je n'ai rien détourné dans mon pays et je n'ai rien pris sur le dos des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Vous, en tant que victime prise de manière unitaire, à l'instar des autres victimes, vous avez eu combien comme indemnisation? L'indemnisation en Côte d'Ivoire, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Lorsque l'État a transigé avec Trafigura, il était question que chaque individu, ce qu'on appelle les victimes ambulatoires, donc les personnes humaines, elles devaient obtenir 200 000 francs CFA, environ 300 €. Les victimes économiques, donc les entreprises qui ont été touchées, elles ont reçu aussi leur indemnisation. Ceux qui étaient hospitalisés ont reçu aussi leur indemnisation et ceux qui ont été décédés, les familles ont reçu 100 millions pour les décès.
Donc, en termes d'indemnisation pour les victimes ambulatoires, on avait 200 000 qui a été décidé par le comité d'experts mis en place par la présidente de la cellule présidentielle chargée des catastrophes, en son temps dirigée par la ministre Oshi Clotilde, dont je faisais aussi partie en tant que représentant des victimes. Après cela, nous sommes battus au plan international et lorsque nos avocats ont transigé avec Trafigura en Angleterre, accord que je remets en cause jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu obtenir la mise à disposition des victimes de la répartition de la somme de 750 000 francs par individu. Donc, ça a été fait lors de l'accord qui a été homologué en Angleterre. Et ça a fait 750 000. Alors, si on veut parler en termes d'indemnisation pour chaque victime, on pourrait dire ceux qui ont engagé une action au plan international ont obtenu 750 000. Est-ce que c'est un dédommagement à la hauteur du préjudice subi au plan sanitaire, moral et autour? Nous disons non. Tout de même, c'est une indemnisation qui est arrivée. Donc, en gros, vous avez reçu 950 000. Si on veut compter les 200 000 obtenus par l'État de Côte d'Ivoire sur les 100 milliards et les 750 000 obtenus sur les 22 milliards de Londres. Oui, mais c'est deux groupes différents. Okay. Ceux qui ont été identifiés par l'État de Côte d'Ivoire ont obtenu 200 000. Ceux qui ont engagé une action au plan international et contre Trafigura avec un cabinet étranger ont obtenu 750. Donc, tu peux être identifié par l'État après avoir obtenu 200 000, mais tu ne fais pas partie de l'action aussi en Angleterre où les gens ont obtenu 750. Donc, ce n'est pas les mêmes groupes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Mais il peut arriver qu'après avoir été identifié puisque là-bas, c'est une action privée. Si tu ne te viens pas, c'est comme le concours Miss. On dit on veut élire la plus belle fille. C'est seulement les filles qui viennent se présenter qu'on vote. Donc, l'action privée en international, c'est si tu viens te déclarer au plan avec les avocats que ton dossier est transmis. Mais l'État de Côte d'Ivoire, ils ont identifié tous ceux qui sont allés dans les hôpitaux publics. Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas allé te déclarer auprès du cabinet d'avocats étrangers, tu peux ne pas faire partie de ceux qui ont eu les 750. Donc, il y a eu deux groupes de victimes qui ont obtenu, l'un a obtenu 200 000 et l'autre 750. Il peut arriver que tu te retrouves dans les deux groupes aussi. Donc, tu as obtenu 950 000. Voilà. Vous, individuellement, vous avez reçu combien? En tant que victime? En tant que victime, en tant que personne physique. Oui, ben ce qui est paradoxal dans cette question, c'est que au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, pour avoir encadré les victimes et pour avoir fait le suivi des victimes et autour, je devais recevoir mon indemnisation au trésor de Vridi. Et là, j'ai obtenu les 200 000 francs. Je suis allé au bureau en tant que victime et j'ai obtenu, parce que mon nom était dans le journal officiel Fraternité Matin en tant que victime. Donc, je suis allé et j'ai pu être indemnisé. Concernant l'action privée en international, je n'ai pas été dédommagé jusqu'à ce jour. Parce qu'au moment où j'étais en train de procéder au processus de dédommagement, il y a eu des fonds qui ont disparu. Et la crise de 2010 est arrivée. Je me suis retrouvé hors du pays. Parce qu'à un moment donné aussi, j'avais fait un choix politique en soutenant, je veux dire, une candidature et la crise post-électorale a fait que j'étais hors du pays. Lorsque je devais rentrer en Côte d'Ivoire, une grave crise judiciaire battait dans le dossier des déchets toxiques, des fonds ont disparu, je n'ai pas pu recevoir moi-même mon indemnisation en tant que victime. Mais en tant que président d'association, donc celui qui était incriminé, accusé et autour, j'ai donc engagé depuis 2010 cette bataille-là pour pouvoir retrouver ces fonds, retrouver aussi les vrais auteurs. Malheureusement, j'ai en face un système judiciaire de mon pays qui, à la limite, on nous dit de ne pas commenter les décisions de justice. Malheureusement, nous... Mais c'est là où ça devient intéressant parce que nous, on a un problème gardien, je pense, de cette affaire, et je pense que tous ceux qui nous suivent, si vous remarquez bien, on va étape par étape. Et pour vous permettre déjà de bien comprendre ce dossier, je vous ai dit, on est dans un bloguerio juridique, politique et social, parce qu'il y a eu le nom du président de l'Assemblée nationale qui a été cité dans cette affaire. Et lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on écoute le récit de M. Claude Gourou, je vais faire le résumé pour que vous compreniez, pour que vous suivez un peu le dossier, parce que c'est un dossier qui a captivé toutes les attentions et depuis 19 ans maintenant. Là, moi, j'ai pu comprendre un peu, avec le tuto qu'il est en train de faire, j'essaie de comprendre et aussi, j'espère que vous allez nous suivre. Je fais le petit résumé. Sur les 100 milliards obtenus par l'État de Côte d'Ivoire, lui, il a reçu en tant que victime 200 000 francs CFA. Et il se bat en tant qu'entité privée à obtenir 22 milliards de francs CFA. Lorsque les 22 milliards de francs CFA sont payés, là où il devait s'attendre à avoir ces 550 000 francs CFA, il se trouve qu'il y a la crise post-électorale en 2010-2011. Et lui, en tant que président de cette initiative privée, se rend compte que cet argent a disparu. Et là, il a une idée des coupables. C'est qui les coupables en question? Merci Guillaume. Je crois que
je ne vais pas répondre directement à cette question-là, telle que vous posez la question. Parce que si c'est fait ainsi, on aurait l'impression que c'est moi d'abord qui le dis. Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge, mais je vais vous dire ce qu'a révélé en février. Et là, je veux qu'on nous suive très bien. En février 2012, un rapport de la police économique est publié. Okay. Je suis hors du pays. Je vais bien préciser. Et on vous suit, hein? Je suis hors du pays. Et c'est sous le président Alassane Ouattara que ce rapport de police est publié, j'ai dit bien en février 2012, par le directeur de la police économique et le lieutenant enquêteur Sanogo. Je préfère dire son nom. Et lorsque ce rapport de police économique est publié, la police économique, après avoir enquêté sur une année, identifie des coupables. Et parmi ces coupables, je suis cité, moi-même, Claude Gourou, je suis hors du pays, mais je suis cité, Adama Bitogo, Koneche Kumar, Awambaye et plusieurs autres personnes. La police identifie donc les coupables. Ce n'est pas moi d'abord, parce qu'il faut que les choses soient très claires. Parce qu'on a l'impression que Gourou s'en prend au président de l'Assemblée nationale, il s'en prend à Koneche Kumar, mais c'est la police économique sous Alassane Ouattara, pendant que Adama Bitogo est député, il est identifié comme comment on appelle ça même, coupable de ces détournements, et la police économique, dans son rapport final, exige à ce que ces personnes-là soient poursuivies, c'est-à-dire que moi et tout le monde. C'est là où ça devient intéressant, parce que la question que je vais vous poser, c'est à quel niveau, pour des personnes qui n'étaient pas, on va dire, au départ associées à cette affaire, d'autant plus que vous, en tant que président de votre association de l'initiative privée, ni Adama Bitogo, ni Cheikh Oumar n'étaient pas dans votre bureau. Je l'entends, je pense. C'est ça. OK. C'est à quel moment, à quel niveau se trouve leur implication au point où ils se retrouvent à être des auteurs de ces détournements, selon la police économique? Merci Guillaume. D'abord, je vais faire la précision sur tous ceux qui ont été identifiés par la police économique. Tout à l'heure, je vais vous donner des noms, des montants, avec précision, même des numéros de chèques qui ont été encaissés et au tout. Mais il était essentiel de faire certaines précisions. M. Adama Bitogo n'est pas président d'association. M. Koneche Kumar aussi n'est pas président d'association. Tous les autres dont on a cité ne sont pas présidents d'association. Il s'est trouvé que dans l'action que nous étions en train de mener, moi personnellement, j'ai organisé les victimes parce que j'étais d'abord victime appropriée. Et il s'est trouvé que dans ma communication dans la presse, j'ai été appelé et invité par la présidence, par le président Laurent Gbagbo, pour réfléchir sur la défense des droits aussi des victimes. C'est dans cet élan-là, dans ce que je suis en train de faire. De façon, je vous dis vraiment, comme un petit villageois, un enfant de mon... bonne foi, vraiment, de bonne foi. Et puis, mon père, c'est un instituteur à la retraite. Voilà, ma mère aussi, c'était pareil. Voilà. J'ai lu dans un document que c'est même la mère de Port-Boué qui vous a encouragé à Voilà. Donc, vraiment, de façon, un jeune étudiant, j'ai vaqué à mes occupations parce que je sois contaminé. Et puis, je suis allé aider un peu nos parents à l'hôpital de Port-Boué. Et la mère à Kangui m'a appelé à son bureau et elle m'a dit, mais mon petit, à Port-Boué, j'ai appris que les victimes qui vont prendre les médicaments là, bon, il y a eu des problèmes là-bas, c'est toi qui les as défendus, c'est toi qui as organisé tout. Il faut travailler avec le directeur régional et le secrétaire général de la mairie pour qu'il n'y ait pas de problème dans la commune ici. Tout. J'ai dit, ok, j'ai compris, maman. C'était madame le maire à Kangui, à Port-Boué. Et j'ai quitté en cité avec mes amis, mes étudiants. Certains même se moquaient de moi. On dit, mais ces étudiants-là, ils disent quoi, même, là qui vont, c'est quoi que c'est toxique. Les gens en rigolaient. Mais moi, c'était de façon naïve. Jusqu'à ce qu'un matin, je reçoive un coup de fil pour me dire, ah, Gourou, c'est toi, vous, monsieur Gourou? J'ai dit, oui, on dit la présidence a besoin de vous. J'ai dit, par rapport à quoi? Non, mais vous êtes président de l'association des toxiques. Voici comment tout est parti. Et de bouche à oreille, les gens se sont informés et j'ai été invité par un cabinet d'avocats anglais qui est arrivé en Côte d'Ivoire, qui a dit, oui, mais on a appris aussi que monsieur Gourou, c'est vous qui vous battez un peu pour les victimes. Voilà, on va mener une action au plan international pour vous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est dans cette organisation-là que j'étais avec le cabinet d'avocats anglais, et pendant 3 ans, sans intellectuels, sans personne, personne ne croyait même en nous. L'État avait déjà dédommagé, on ne croyait même plus en cette affaire-là. Et en 2009, c'est-à-dire 3 ans après, je reçois un appel des avocats anglais qui arrivent, qui disent, nous avons obtenu 22,5 milliards, mais
nous allons distribuer 750 000. Voilà, je lui ai dit, OK, ramenez-moi l'accord que vous avez eu en Angleterre, je vais voir c'est quoi le contenu, tout, et sur quelle base on a eu 22 milliards, parce que nous, on réclamait au moins 10 millions par personne pour ce que nous avons subi dans notre pays. Ils disent non, distribuer les fonds, mais l'accord est resté en Angleterre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand même, c'est vrai qu'il y a des victimes, des gens, elles sont peut-être indigentes, d'autres aussi sont intellectuelles. Mais moi, je suis un étudiant. Et je veux dire, en plus, j'ai fait l'économie. Vous ne pouvez pas me dire que, même si je ne veux pas le droit, vous avez eu un accord en Angleterre et vous revenez avec de l'argent, mais on ne voit pas l'accord. Il dit non, l'accord, il est confidentiel. J'ai dit, OK. Donc, où se trouve l'argent? Il dit non, l'argent est déjà à Abidjan, mais l'accord, lui, il est resté en Angleterre. J'ai dit, bon, dans ce cas, il faut que l'accord même vienne pour qu'on voit le contenu, les tenants, les aboutissants de l'accord que vous avez eu pour les Ivoiriens. Ils disent, OK, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas faire venir l'argent. Voilà comment je m'informe et je vais au tribunal un matin pour déposer une mise sous séquestre. Donc, je me plains auprès du procureur en son temps, le président du tribunal, pardon. Et le président du tribunal dit, bon, ce qu'on va faire pour mieux régler cette affaire-là, comme vous dites, vous n'êtes pas convaincu, c'est plus de 22 milliards où l'accord est resté en Angleterre, on va mettre l'argent sous séquestre. Le temps de demander aux avocats anglais de ramener l'accord. Voilà comment est engagée une bataille judiciaire à Abidjan entre les victimes et le cabinet anglais. C'est lorsque les journaux ont titré pour dire que Claude Gorou, un jeune étudiant, se permet de bloquer 22 milliards que les Ivoiriens attendent. Sur quelle base? Les gens ont commencé à gonfler un peu dans la polémique, a pris partout. C'est comme ça que j'ai reçu un coup de fil de M. Koneche Kouma, qui me dit, alors c'est M. Gorou? J'ai dit oui. J'ai dit, mais vous êtes où? J'ai dit non, je suis à la Cité Rouge. En ce moment, j'étais étudiant. Parfait. Je suis à la Cité Rouge. Il dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on veut vous rencontrer tout parce que votre affaire de déchet ça chauffe trop, les victimes attendent l'argent, le gouvernement un peu... Donc, le ministre Agro a envoyé Adama Bitogo vers toi, il va passer à mon bureau, au plateau, il faut venir. Voici comment je connais ces individus. Je n'ai aucun deal avec eux. Ils sont fait envoyer par le ministre Désiré Tagro, ministre de l'Intérieur. Moi, je suis étudiant, moi, je suis président d'association. Moi, je ne me doute de rien. On m'indique que les bureaux, j'arrive. Effectivement, M. Adama Bitogo est là. Il dit non, il faut une médiation. Il faut éviter que l'argent reste trop, comment on appelle ça, mais à la banque. Il faut vraiment que on trouve une solution vite fait. Même s'ils ont laissé l'accord en Angleterre, faites tout, on va distribuer les fonds qui sont déjà là. J'ai dit OK. Mais déjà, il faut qu'ils signent. Parce que moi, j'ai regardé sur le site internet de Trafigura. Trafigura a produit un communiqué disant que les victimes en Côte d'Ivoire reconnaissent que les déchets toxiques ne sont pas mortels et que n'ont tué personne en Côte d'Ivoire et qu'ils veulent se contenter seulement de ces fonds qui sont là pour une réparation morale. Mais ça, ce n'est pas bon. Et en tant que signataire et président d'association, j'estime que c'est de nous sacrifier face aux générations à venir. Parce qu'une pollution de ce genre-là, qui provient des résidus pétroliers qui ont touché des sols et autour, que ce soit les aliments, que ce soit des personnes, mais notre État, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'il y a eu 17 morts. Monsieur Gorou, et on va venir dire que personne n'est décédé. Ce qui est intéressant dans le récit que vous êtes en train de faire, là, on comprend mieux. C'est ça. Vous rencontrez Maître Koneche Kouma, vous rencontrez le ministre Adama Bitogo. Et selon les documents que moi j'ai pu consulter, ils ont joué un rôle d'intermédiation par rapport à leur cabinet. C'est ça. Somme toute. Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que justement, ils vous ont proposé leur office pour faire l'intermédiation de sorte à pouvoir faire débloquer cet argent? Est-ce que ça a été le cas? Je vais répondre à cette question sur plusieurs angles, sur deux angles. Allez-y. D'abord, l'intermédiation, d'abord, elle est présentée comme une action non rémunératrice. D'autant plus qu'elle vient du ministre de l'Intérieur qui s'inquiéterait de la cohésion sociale ou, si vous voulez, de ce qu'il n'y a pas de remous sociaux parce que les victimes attendent cet argent et c'est 30 000 individus qui étaient en attente de ces fonds-là. Donc, d'autant plus que c'est le ministre Agro qui le dit. Donc, à première vue, ce n'est pas une question d'argent. C'était ça d'abord. C'est à ça que moi j'avais pensé. Deuxièmement, lorsque le ministre Adama Bitogo rentre dans le dossier et qu'il est considéré comme médiateur, cela est notifié et écrit dans des documents précis. C'est-à-dire, on arrive à un accord entre les avocats et nous, mais le rôle de chaque individu est notifié dans cet accord que nous avions pour débloquer les fonds. Et le rôle d'Adama Bitogo sur cette question, évidemment, c'était médiateur. Le rôle d'Adama Bitogo,
s'il devait y avoir rémunération, comme l'a dit le rapport de la police économique, dans ce document qui a été écrit, dit que le médiateur devait être rémunéré au terme de l'indemnisation des victimes sur la base du fonds résiduel après indemnisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore payé toutes les victimes de déchets toxiques, tu ne reçois pas ton argent de médiateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on finit de payer tout le monde, là, le reste qui reste à la banque, là, c'est dedans qu'on doit te payer. Et quand on finit de payer tout le monde, il y a un montant qui devait rester. Quand la police économique a fait le point sur le montant qui devait rester, on était autour de 52 millions. Mais M. Adama Bitogo et M. Kouné Kouma se sont retrouvés avec 3 milliards. Comment est-ce qu'ils ont perçu les 3 milliards? C'est la question que je partais résoudre avec les éminents magistrats de mon pays. Mais là où l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, démet Adama Bitogo de ses fonctions parce qu'il est suspecté d'avoir pris des fonds sur cette question-là, et qu'il n'est plus ministre de l'intégration, les juges, là où la police économique dit qu'on a retrouvé un chèque sur le compte d'une société d'Adama Bitogo, là où Adama Bitogo fait une déclaration à Jeune Afrique qui est ici, et lui-même dans cette déclaration de Jeune Afrique... Donnez-moi, je vais lire rapidement. Je voudrais ici, vous voyez un peu, ici la vie d'Adama Bitogo, où il reconnaît non seulement ces fonds-là qu'il a reçus, mais de deux, c'est qu'il s'engage à trouver un accord amiable avec les victimes pour restituer ces fonds. Vous pouvez lire ici la Jeune Afrique. C'est clair. L'article date du 22 mai. 22 mai 2000 combien 2012. Après avoir été révoqué. Donc Adama Bitogo reconnaît qu'il a reçu donc des fonds indûment, plus que ce qu'il devait recevoir, privant donc de milliers d'individus, de victimes de déchets toxiques, de recevoir leur indemnisation, et s'engage auprès des associations à pouvoir les restituer. Nous sommes en mai 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. 13 ans après. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a pris l'argent des victimes de déchets toxiques, qui dit qu'il est en train de discuter à l'amiable avec les associations, qui dit qu'il va rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, il ne rembourse aucun centime de ces fonds-là. Et pourquoi est-ce qu'on doit estimer que c'est moi, Claude Gourou, qui aurait détourné ces fonds? Là où, dans ces fonds-là, vous avez ici ce que la police économique a... Je lis un extrait rapidement, parce que dans cet article, pour que tout le monde comprenne un peu ce qui est écrit dans l'article, début 2010, Adama Bitogo dirigeait le cabinet de consulting MBLA Consulting et a mené une médiation entre les différentes parties pour laquelle il a été rémunéré par la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques, dirigée à l'époque par Claude Gourou, autre personnalité mise en accusation. Depuis février dernier, les enquêteurs de la police économique et financière ont transmis leur rapport au procureur de la République, Simplice Kouadio, recommandant l'ouverture de poursuites judiciaires pour faux usage de faux, détournement de fonds, recel et complicité. Adama Bitogo plaide la bonne foi et a entamé des discussions avec les représentants des victimes pour trouver une solution à l'amiable, proposant de rembourser les sommes indûment perçues par son cabinet lors de la médiation qu'il a dirigée. Bah, tout est dit là, tout est clair. Voilà. De mai 2012 à aujourd'hui, il a dit il reconnaît qu'il a pris ses fonds, et le président Alassane Ouattara... Et ces fonds portent sur combien? 3 milliards, vous avez dit? Oui, lui et Kouné Kouma se sont octroyés près de 3 milliards. Et ces personnes-là sont connues. En fait, le drame dedans, c'est que aujourd'hui, vous voyez, plusieurs relances ont été faites auprès de M. Adama Bitogo. Plusieurs relances. Et nous sommes dans un pays où ce n'est pas juste que... D'abord, dans un pays pauvre, des gens sont tombés malades, ils ont bien de l'argent pour se soigner. Et quand on a un certain niveau de responsabilité dans le pays, vous ne pouvez pas permettre que ces personnes-là puissent subir ce qu'elles ont subi. Moi, je pense, après avoir reçu 4 relances du ministre Adama Bitogo, après que le ministre Sansan Kambile, ministre de la Justice, lui-même a lu le communiqué, le 12 février 2012, en mai 2012, pour révoquer Adama Bitogo de son poste, le président Alassane Ouattara a instruit donc le premier ministre de l'enlever du gouvernement, qu'aujourd'hui, personne, il y a 2 choses. Soit Adama Bitogo, je pèse un peu mes mots, mais a menti au chef de l'État, faisant croire qu'il a remboursé à Claude Gourou, vous avez vu dans l'article Jeune Afrique. Oui, qu'il a. Et dans tous les organes, sur BBC, sur RFI, dans
tous les organes de journaux internationaux. Mon nom est souillé comme celui qui aurait reçu ces fonds-là. Et mieux m'en faire croire que le président de l'Assemblée nationale de mon pays a déjà remboursé parce qu'il discutait avec les victimes. Mais il n'a jamais donné 5 francs à une victime. Il n'a jamais remboursé 1 franc. Le Claude Gorou dont il s'agit ici, qui a été présenté par Jeune Afrique comme ce jeune leader. J'utilise les termes de Jeune Afrique. Parce que lorsque j'étais au Togo, j'ai lu ce jeune leader estudiantin pro-Gbagbo aurait disparu avec les fonds des victimes des déchets toxiques. Article de mai 2012. Or, vous aviez souhaité mettre cet argent sous séquestre. Sous séquestre et ensuite dédommager les victimes. Lorsque, en 2014, le ministre Ahmed Bakayoko me retrouve au Maroc et par le biais de 2 personnalités, notamment, que je ne vais pas citer là, mais 2 personnalités, elles vont se reconnaître, me fait ramener en Côte d'Ivoire et me promet donc un procès équitable, en toute liberté, pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits et dans leurs fonds. Je rentre donc en Côte d'Ivoire, mais je contacte immédiatement le ministre Adama Bittogo pour éviter que nous retournions sur la place publique. Parce que même si c'était de bonne ou de mauvaise foi que vous avez donné vos bons offices pour qu'on aide à débloquer des fonds pour les victimes des sites toxiques de Côte d'Ivoire, mais vous pouvez le faire gratuitement. Vous êtes un député de la nation. Ce n'est pas parce que vous avez aidé une masse sociale à être dédommagée, je veux dire par une médiation entre un cabinet d'avocats et eux qu'on doit vous payer. Mais comme c'est déjà écrit qu'on doit vous payer, vous avez reçu plus d'argent. Mais quand je rentre en Côte d'Ivoire, mais le Claude Gorou, dont le nom est traîné partout, qui est accusé, qui est poursuivi, j'envoie un courrier au ministre Adama Bittogo en 2015 pour demander restitution de ces fonds. Je n'ai pas de retour. J'envoie un courrier en 2022. On n'a pas de retour. Donc ça veut dire que tu as menti en réalité au président Alassane Ouattara. Tu n'as jamais remboursé ces fonds-là. Mais le ministre de la Justice, lorsque moi je transmets tous ces documents à la police économique, à les photocopies des chèques de ceux qui ont reçu l'argent. Je vais vous lire un exemple, par exemple, simple. Et je préfère que vous-même vous lisiez ça. Dans le rapport de la police économique, il y a tous les montants avec les personnes. Mais toutes ces personnes qui sont ici, qui ont été identifiées par la police économique, elles sont en Côte d'Ivoire et elles sont en liberté. Et pourquoi est-ce que moi je devais payer le prix? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un... Wow, ce sont de grosses sommes d'argent. Hein? Et toutes ces personnes-là, toutes ces personnes que vous avez cette liste-là, elles sont en Côte d'Ivoire, elles sont en liberté. Les juges et les magistrats refusent de les convoquer à chaque fois que je passe en audience. Mais parce qu'il faut trouver le bon coupable. Tant que c'est Claude Gorou qui parle avec Adama Bittogo et qu'il est condamné, Adama Bittogo est sans problème et il n'a aucun souci. Ça, je l'entends et je comprends votre amertume de savoir que vous n'êtes en rien face à tout cela et qu'on vous fasse un mauvais prophète. J'entends, mais il faut qu'on puisse évoluer dans l'échange. Quand même déjà par rapport... Non, je comprends, parce que je sais que ça fait mal. C'est comme quelqu'un... La police économique a identifié tous ceux qui ont perçu ces fonds-là avec des chèques à la banque. Je voudrais que vous communiquiez cela. Et le directeur de la police économique, le commissaire Enza, il est vivant, il est encore là. Si ce que je dis est faux, on verra bien. Je veux que vous lisiez ce qu'il y a. Ça vient de la police économique. Les fonds ont été retrouvés. 25 mars 2010, M. Amadou Ouattara, lui, il a reçu 800 millions de francs CFA. Il n'y a pas de gourou dedans. M. Kambire Kounseao, il a reçu 897 millions de francs CFA. M. Diallo Motar, 486 millions de francs CFA. Ondraman Amansej, 1 milliard 270 millions de francs CFA. Il est là. Lekone Bourima, 600 millions de francs CFA. Le cabinet qui a fait la médiation, MLBA, Consulting, Maître Kwame Bi, Héritier, Kofi Laurent, Adama Bittogo, 600 millions de francs CFA. Et il y a eu 5 victimes, CNVDT, CI, qui ont été payées à hauteur de 727 millions. 727 millions, non, numéro de chèque 727 000, 3 635 millions de francs CFA. Ces 5 victimes-là, ce sont lesquelles? Ce sont des victimes qui devaient être payées normalement. Elles ont reçu des montants, je veux dire normalement. Voilà. Tout ce que vous venez de citer là, le drame dedans, c'est quoi? C'est quand je vais au tribunal et que je suis convoqué, je demande au juge toujours, je dis, mais tous ceux-là, ils sont vivants. Monsieur Draman Serge, c'est un comptable. Il travaille à la Riviera 2. Il habite à Yopougon. Son téléphone est là, il marche. Pourquoi vous ne l'appelez pas pour lui dire qui vous a remis les 1 milliard là? Puisque Draman, il connaît bien Adama Bittogo, il connaît Cheikh Oumar. Donc les 1 milliard qu'il a pris, mais pourquoi vous ne l'appelez pas pour lui demander, monsieur le juge? Il dit, c'est pas pour ça qu'on est là. J'ai même demandé à ce que le 11 mai 2023, à la dernière audience, à la cour d'appel, que monsieur Adama Bittogo soit là, que Cheikh Oumar soit présent. Et que tout ce que vous venez de citer là, ils soient présents. Mais eux tous, ils roulent, c'est-à-dire ils tournent dans la ville d'Abidjan en toute liberté,
Personne n'est condamné. Vous avez souhaité qu'il y ait une confrontation quelque Mais part. une confrontation, c'est... Moi, On me refuse cette confrontation. On me refuse cette confrontation. Pourtant, la police économique, sous le président Ouattara lui-même, parce que si c'était sous le président Laurent Gbagbo, on va dire non, c'est une police économique qui a été manipulée. Hein. Mais ça, c'est le président Ouattara. En 2012, il était président. Et les commissaires exercices, c'est eux qui ont identifié l'argent là où ça se trouve. Mais le président Bittogo, il est juste à côté. Mais il vient, il dit, bon, Gorou, c'est toi qui m'as donné le chèque. Et puis on se parle. L'argent a été, on va dire, a été reçu par une banque en Côte d'Ivoire, la SGBCI, je crois bien. Donc, non, il y a au départ, c'était la SGBCI, mais après, c'était Access Bank qui avait reçu les fonds. Okay, et c'est là-bas qu'il y a eu toute cette manipulation. Donc, Access Bank, il y a eu toutes ces traces, tous ces virements de Access Bank aux différents comptes. Donc, tout a été retracé par la police économique. Par la police économique. Moi, je veux m'intéresser à une petite partie pour qu'on soit un peu cohérent. Je comprends bien votre amertume, encore une fois de plus. Je comprends que vous soyez très remonté de savoir qu'il y a eu toutes ces choses. Non, mais qu'on veuille vous imputer cela. Allons-y. Oui, non, je sens que vous êtes remonté, c'est tout à fait normal. Lorsque le ministre Ahmed Bakayoko va vous voir au Maroc en 2014 et qu'il vous demande de rentrer, qu'est-ce qu'il vous dit pour vous convaincre? D'abord, j'étais parti parce qu'il y avait la crise post-électorale. Et tout le monde était informé de cette question. Elle est nationale et internationale, elle a des relents internationaux. Tout à fait. Donc tout le monde sait un peu ce que je représentais en termes de tout ce monde que je gérais. Donc, par le biais d'une personnalité, comme je dis, je ne vais pas citer là, il était question que je puisse rentrer simplement au pays, comme tous les autres. Parce que le président Ouattara était dans une campagne de retour des exilés. Et donc, après le Ghana, je me suis retrouvé au Togo. Du Togo, je me suis retrouvé au Maroc. Et moi, je n'avais vraiment pas quelque chose à me reprocher. Mais j'étais toujours animé par cette détermination-là de faire la lumière sur ces fonds qui ont été détournés. Est-ce que vous lui en avez parlé, justement? Je lui en ai parlé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais je lui en ai parlé. Et je voulais saluer la mémoire de ce grand homme-là parce qu'Ahmed Bakayoko, c'est vraiment un homme d'État. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Lorsque je suis rentré à Abidjan et qu'il m'a reçu chez lui, les gens m'ont dit « Ah, Gorou, tu es arrivé, mais on va t'arrêter. Tu es venu, bon, on dit tu as détourné. Ceux qui ont détourné là, si ça que tu es là, on va te tuer. » Mais le ministre Ahmed Bakayoko m'a reçu chez lui, dans son salon. Il m'a juste posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu as pris ces fonds-là? Si tu les as pris, où est-ce qu'ils sont? Je dis, je ne les ai pas pris. Il dit, OK. Le président même en avait parlé déjà en conseil, jusqu'à ce que Adama, quand il parle d'Adama, il parle de Bittogo. Bon, je ne vais pas trahir certaines choses, mais en tout cas, ça a été parlé entre nous et je crois que d'autres ont reconnu qu'ils ont reçu aussi ces fonds-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire pour les victimes? Je lui ai dit, monsieur le ministre d'État, moi je suis rentré, je vais d'abord me battre pour mon honneur et ma dignité et rechercher les fonds des victimes là pour qu'on puisse les mettre en place. Ensuite, j'avais des actions au plan international. Je voudrais les poursuivre avec mes avocats au plan international. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai dit, il faut bien que je puisse soit aller sur Paris ou sur Londres pour y aller. Mais moi, j'étais en exil. Je m'imaginais, mais comment est-ce que j'allais avoir un visa? Mais après cet échange, le ministre m'a dit, Ahmed Bakayoko, il ne faut pas te soustraire de la justice. Si on te convoque, il faut y aller. Je ne vais pas intervenir, mais il va et dit ta part de vérité. Concernant l'action pour les victimes que tu veux encore aider ici au pays, pour les renseignements que j'ai, pour le combat que tu as mené, je vais t'aider à avoir un visa et tu vas aller en France. Continuer de te battre pour ces victimes-là. Si tu veux des moyens, je pourrais aussi t'aider. Je vais vous dire aujourd'hui clairement, après cette rencontre-là, venant d'exil, là où certains me prédisaient la prison à la Maca, j'ai eu un visa et je me suis retrouvé ici en France avec mes avocats français qui ont envoyé une lettre d'invitation que le ministre il a vue. Et donc ce monsieur, il était convaincu du combat que j'avais mené, mais il était convaincu de mon innocence aussi. Je vous parle d'une affaire de 2014 où c'était le tout-puissant Ahmed Bakayoko. Mais est-ce qu'il a pu intervenir auprès du ministre Adama Bittogo pour qu'il y ait quand même un règlement à l'amiable ou bien pour que vous puissiez avoir un rapprochement et vous parler? Mais c'est pour cela que tout à l'heure vous avez parlé d'amertume, mais je suis très révolté. Parce qu'au-delà du ministre Ahmed Bakayoko, pour quelqu'un comme Adama Bittogo, maire de la commune de Yopougon, et je lis beaucoup de choses qui aspirent peut-être à d'autres, mais il y a eu beaucoup d'interventions. Il le sait, et je le sais. C'est vrai que parfois, dans des interventions, il y a eu quelquefois des mots crus. C'est vrai que c'est l'homme d'État, c'est le président de l'Assemblée nationale de notre pays et autres choses. Mais il y a des injustices qui ne doivent pas passer comme ça. Vous comprenez? Beaucoup de personnes sont intervenues. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre
que 15 ans de ma jeunesse, de ma vie, puissent être sacrifiés par un grand frère qui hier me disait que le ministre Désiré Tagro l'a envoyé pour pouvoir m'aider dans mon combat. Il y a un problème à la justice et il observe, alors qu'il est comptable de ce problème-là, que moi je sois condamné et privé de ma jeunesse et de ma vie. Des gens sont intervenus. Mais au-delà de ma personne, depuis 15 ans, combien de personnes pouvaient recevoir l'aide de dédommagement? C'est près de 1000 individus. C'est près de 1000 individus qui ont été privés. Qui ont été privés de quoi en réalité? Elles sont tombées malades. 750 000, non seulement peut leur permettre d'acheter des médicaments, peut leur permettre de pouvoir reprendre peut-être une autre vie à travers un commerce, mais de la priver au moins 1000 et quelques personnes de ces fonds-là. Et quand vous reconnaissez que vous avez ces fonds-là devant le chef de l'État, mais le bas peuple que vous voulez diriger, que vous représentez parce que vous êtes député, pourquoi vous mentez à ce peuple-là? Pourquoi est-ce que vous rusez avec ce peuple-là? Est-ce que vous êtes sûr que c'est 1 milliard ou ce que Adama Bittogo ne peut pas mettre à disposition des victimes pour que devant la justice, Claude Gorou soit rétabli dans ses droits, sa dignité et son honneur, mais les victimes elles-mêmes soient dédommagées? Parce que le drame dedans, c'est quoi? Je vous dis aujourd'hui, monsieur Guillaume, le drame, c'est quoi? Quand je fais le tour du monde avec mes avocats étrangers, lorsque nous sommes devant toutes les instances judiciaires internationales et que nous réclamons des indemnisations pour les victimes, vous savez ce qu'on nous ressort? Non. Les associations dans vos pays là-bas, vous n'êtes pas sérieux. Paraît-il qu'il y a une association, même M. Gourou, qui aurait détenu de l'argent en Côte d'Ivoire. Comment on va payer les gens ici? C'est un discrédit sur les associations. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Il a fallu que nos avocats sortent et apportent la preuve de ce que je suis engagé dans un combat pour réclamer en tout cas ces fonds-là. Je suis engagé dans un combat pour me disculper, pour que ces dossiers-là puissent passer. Il faut même qu'on puisse même mettre d'autres victimes au devant et non ma personne ou mon nom pour que des dossiers puissent être pris en compte. Parce que dans mon pays, on utilise la justice, on instrumentalise la justice pour pouvoir protéger, je veux dire, un baron d'un pouvoir. Mais avant tout cela, est-ce que vous savez tout de même, vous avez conscience que votre sortie répond à un timing vraiment très magistral? Je m'explique, parce que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, a un profil aujourd'hui, par rapport à son profil, il pourrait être aujourd'hui éventuellement le successeur. Lorsqu'on parle de la 2012, il en fait partie. Et on a vu cette dernière sortie diplomatique, que ce soit à l'Assemblée nationale française. Aujourd'hui, il est dans une opération d'image auprès des populations. Cette sortie-là, aujourd'hui, elle répond à quoi? C'est vrai, ça permet d'éclairer, hein. Vous expliquez, on comprend beaucoup mieux le sujet, mais est-ce que quelque part, on ne pourrait pas dire que vous êtes en train de faire un combat d'arrière-garde? Peut-être certains barons du RHDP vous pousseraient, on va dire, à remettre au goût du jour parce que ce dossier aura d'énormes échos. Ça, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous accuser aujourd'hui de dire M. Gourou, il est en train de faire le jeu de certains barons qui sont pas en odeur de sainteté avec M. Adama Bittogo quelque part? D'accord. Mais merci, M. Guillaume. Moi, je pense que ce serait un raccourci qui ne... Et sans plus. Pourquoi je dis ça? Je vous ai rappelé tout à l'heure les diligences que j'ai faites. Je vous ai rappelé. J'ai envoyé des courriers. Mes avocats ont envoyé des courriers. J'ai pris des contacts physiques avec M. Adama Bittogo. Mais pour ne même pas en arriver à des interviews pour mettre tout ça sur la place publique. Donc, je l'ai fait de bonne foi. Mais je vous parle de 15 ans de ma vie qui est pris en otage. C'est ça. Ce n'est pas un jeu. Pendant que je vois M. Bittogo à la mairie de Yopougon donner du boulot aux gens et tout, moi je cours tous les tribunaux, je cherche tous les avocats, les plus grands pénalistes au monde pour que je sois innocenté dans mon pays. Mais pourtant c'est lui qui a l'argent. Mais pourquoi vous voulez que je tourne autour de ça? Il n'y a pas de timing pour ça. Mais le timing ici qui est important aussi pour nous, ce sont les victimes. Si l'argent des victimes est mis en place et que dans mon pays, on me reconnaît cette innocence-là vis-à-vis de ces fonds, parce qu'on ne peut pas déchirer un rapport de la police économique comme ça. On ne peut pas déchirer des chèques que des gens ont identifiés. Je vous ai parlé tout à l'heure de M. Amalaman. Mais lui, là, il a pris 1,250 milliard. Aujourd'hui, il vit à Abidjan. Chaque matin, il se lève, il va au travail à Palmeraie. Il a un cabinet de comptable. Pourquoi on ne l'interroge pas? Et qu'on pense que moi, Gourou, c'est moi qui dois rembourser ces 1 milliard que lui, il a pris. Et pourtant, on dit c'est moi qui ai pris ça. Et lui, il est à Abidjan, il se promène. Parce que c'est le petit d'Adama Bittogo. Non, il doit réagir. Quel que soit le temps. Il y a des procès aujourd'hui qui ont fait plus de 50 ans. Il y a des gens qui ont été accusés à tort. Ils sont restés en prison. 30 ans après, on a trouvé leur innocence. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient enfermés. Et moi, de mon vivant, chaque jour est un combat. Chaque moment est un combat. C'est pour ça
on parle de politique, mais je vous dis, récemment, le président Laurent Gbagbo il a parlé du mouvement Trop c'est trop. Mais avant même que le président Gbagbo ne parle de Trop c'est trop, mais moi-même, quand je suis assis à la maison, puis je pense à ce dossier-là, mais Trop c'est trop. Quelqu'un a pris de l'argent, des gens ont pris de l'argent, ils sont présents, ils sont vivants. Ça dit, et puis on ne dit rien. Quand tu vas, les juges te disent non, faut pas, on va le convoquer, c'est toi qu'on juge. J'ai dit, mais c'est lui qui a l'argent, vous dites, c'est moi que vous jugez. On dit, non, il faut accepter ça. Et mieux, quand tu veux parler, on va plus loin pour dire, mais Gorou, t'es déjà en liberté, il faut laisser. Même ça, on t'a mis en prison. Mais ça, c'est pas un raisonnement. Et c'est pas à nous d'accepter ça. Donc moi, je me bats à chaque instant. Aujourd'hui encore, nous sommes plus déterminés parce que nous sommes convaincus. Mais que M. Bittogo, il est solvable. Non seulement il est solvable, mais tellement ses ambitions aussi sont grandes, mais on pense que peut-être que tout va changer dans ta tête aussi à un moment donné. Parce que si tu reçus à des fonds et que les gens disent que ça pose un problème, et que pour ça on est en train de condamner des gens et que ça agit aussi au plan international, mais il faut prendre ses responsabilités. C'est ça, aider les gens. Aujourd'hui, moi je serais heureux et fier de ce que le président de l'Assemblée nationale, Adama Bittogo, mais tel qu'il a reconnu devant le président Ouattara qu'il a pris l'argent des victimes et qu'il va rembourser, tel qu'il a dit à Jeune Afrique que je suis en train de discuter avec les victimes et que je vais restituer ces fonds-là, mais qui aujourd'hui qui rentre en contact avec ces associations que moi je représente, qui suis condamné, qui suis poursuivi, pour qu'on puisse donner l'argent aux victimes. Et l'affaire est close. C'est moi-même qui vais le célébrer. Mais tant que ce n'est pas le cas, je ne détournerai pas, je veux dire ma dignité, mon honneur et aussi la souffrance de toutes ces personnes qui m'ont fait confiance sous prétexte qu'on a affaire à un président de l'Assemblée nationale. Non, mais il n'est pas digne de là où il est, tant que ce n'est pas encore réglé. Et ce n'est pas moi qui le dis comme je l'ai expliqué. C'est le président Ouattara qui l'a enlevé comme ministre parce qu'il a pris ses fonds. C'est la police économique qui l'a identifié comme coupable de détournement de ces fonds-là dans un rapport qui existe aujourd'hui. Ses amis magistrats ne peuvent pas venir pour le disculper et condamner quelqu'un, un individu qui n'a rien fait. Vous me demandez qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai gagné. Mais monsieur Vergès, moi je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je parle encore. Allez-y. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi je parle encore. Pendant que c'est les mêmes, Koné Kouma et le comptable que j'ai dit qui a détourné les milliards, pendant que Bittogo aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale est autour. Mais monsieur Vergès, aujourd'hui je suis obligé, avec les avocats, de nous endetter pour défendre une cause de 100 000 personnes devant le tribunal de Genève. Et aujourd'hui, je suis obligé d'être à Paris, en France, aujourd'hui, avec mes enfants. Mais je ne peux pas travailler parce que c'est le président Gorou, parce qu'il aurait des milliards. Mais vous savez comment j'ai fait pour vivre? En Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été inscrit sur le fichier des fonctionnaires. Mais pendant ce temps, ceux qui ont pris l'argent, qui ont des milliards là, prospèrent dans leur système de vie. Député, président de l'Assemblée nationale, après c'est pour devenir quoi? Président de la République. Après avoir sacrifié la fille de toutes ces personnes d'abord qui étaient malades, mais d'un jeune comme moi. Mais je suis désolé, monsieur Vergès. Comme vous avez dû constater, mais j'ai fait l'université en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'université ici en France. J'ai fait une grande école ici aussi en France, ici. À Guibérois, chez moi, mais je suis une référence. Je ne le dis pas tout le monde, si mis à part. La région de Guibérois compte 35 villages. Quand on dit Claude Gorou arrive dans un village, ce jour-là, mes mamans, mes papas, mes frères et sœurs, là, ils ne vont pas au champ. Tout le monde est là pour m'attendre parce qu'on dit Gorou arrive. Mais moi, j'ai une représentativité, à la fois morale et physique chez moi. On ne vient pas détruire ma vie parce qu'on a d'autres ambitions. Même ce qui est grave, c'est que nous sommes sur le même espace territorial. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes ivoiriens. Mais tu ne sacrifies pas la vie des gens comme ça. Mon rôle, ce n'est pas de pleurnicher. Mon rôle, c'est de me battre. Et cette bataille passe tous les jours, dénoncer et trouver des moyens qu'il faut pour que justice soit rendue aux victimes elles-mêmes d'abord. Je l'ai dit, les condamnations aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on en rit pour ne pas insulter l'instrument judiciaire, mais les condamnations, aujourd'hui, ça vient tout le temps. La prison, le vrai problème, c'est dans la tête. Même si aujourd'hui je suis condamné à perpétuité et qu'Adama Bittogo reçu les fonds des victimes, moi je considère que je suis libre. Parce que le fondamental, c'est ça. Les chiffres de condamnation qu'on donne, c'est une instrumentalisation pour cacher, pour couvrir quelque chose. Ça a toujours existé. Patrick Lumumba, il a été poursuivi, condamné pour détournement des deniers publics au Congo, en RDC. Il a été célébré après, hein, même qu'on l'a tué pour des raisons politiques. Mais il a été condamné d'abord à 1 an de prison pour détournement des deniers publics. Il est célébré aujourd'hui en RDC. Nelson Mandela, 27 ans de prison, terroriste, et tout ce qu'on a pu dire. Aujourd'hui, il est dehors, il vit. Lula, au Brésil, vous vous souvenez? Mandela, il est décédé, par contre. Il a été président, après il est décédé. Oui, c'est ça. Lula, au Brésil, il a été poursuivi, condamné, il était en prison, il a préparé son retour, et aujourd'hui, il est président au Brésil. Vous comprenez? Donc, les poursuites et les condamnations peuvent faire partie d'un mouvement systémique où on veut forcément peut-être couvrir, pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons, je veux dire, certaines personnalités, et aussi leur permettre de pouvoir avancer. Mais ça dépend de l'adversaire en face. Et moi, j'estime que mon rôle, ce n'est pas de baisser les bras, mais c'est de me battre pour ces victimes-là. C'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui d'avoir la confiance de nos avocats internationaux.
Aujourd'hui, les dossiers sont très avancés à Genève, mais aussi à Amsterdam. Avant de parler des deux dossiers... Le vendredi 22, le 22 août, je pense que nous allons nous revoir pour cela, et nous en parlerons. Le 22 août, nous aurons, les avocats et moi-même aurons une annonce très importante, exclusive, et pour toutes les victimes en Côte d'Ivoire, pour lesquelles nous nous battons ici, au tribunal de Genève. Mais, pour ce qui est d'Abidjan et pour ce que je viens de dire, soyez rassurés. Moi, je ne discute même pas avec un cas du RHDP. Si j'avais quelque chose à faire, peut-être même c'était de dire aux victimes, rejoignez le mouvement Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo là, parce que depuis 15 ans, notre argent est confisqué par un groupe dirigé par Adama Bitogo qu'on ne reçoit pas toujours. Et puis ça, comme il y a un mouvement Trop c'est trop, on va se battre pour que ça puisse sortir aussi. C'était ça la politique peut-être que je devais faire, ou dans laquelle je m'engagerais. Mais j'ai fait beaucoup d'appels à tout le monde. Donc, ce n'est pas une question de... S'ils ont d'autres problèmes entre eux au plan en interne, vraiment, soyez rassurés. Il s'agit de ma vie. Il s'agit aussi de l'indemnisation des victimes elles-mêmes qui attendent l'aide de dédommagement. Et je pense que ce combat-là, il n'a pas besoin d'être un autre combat par procuration à mener. C'est un combat de dignité et d'honneur et dans lequel nous sommes engagés. Et comme je vous l'ai expliqué, j'ai dit, notre pays ne peut pas être considéré comme un dépotoir en Afrique. Ce combat que je menais, c'était ça d'abord. La deuxième chose, j'ai dit que si les déchets sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est parce que des dispositions législatives ne sont pas exécutées dans notre pays ou mieux exécutées dans notre pays. Si ce n'est pas exécuté, c'est parce que ce n'est pas bien écrit. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il faut qu'on introduise des décisions et des lois pour pouvoir protéger tous nos côtes et nos eaux en Côte d'Ivoire pour ne plus que jamais ça arrive. La convention de Bâle, la convention de Bamako sont des conventions qui encadrent tout ce qui est transport transfrontalier des déchets sur nos eaux, sur nos côtes. Néanmoins, en interne, au plan de l'Assemblée nationale, il faut voter des lois pour pouvoir mieux sécuriser notre espace d'eau. Et ça, c'était ça mon combat. Et c'est dedans que je suis engagé. Au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie, nos sols, nos terres aujourd'hui sont empoisonnés à cause de ces déchets-là, mais ça permet d'ouvrir le champ pour comprendre qu'il n'y a pas que ces déchets toxiques seulement qui sont arrivés, mais il y a l'orpaillage aussi. Donc, j'étais un coup d'œil sur tout ce qui est environnemental et moi, je m'intéressais à tout cet aspect-là. C'était ça aujourd'hui ma vision. Mais cette vision-là, elle ne peut pas être caporalisée. Elle ne peut pas être mise en cage sous les ambitions de personnes en qui j'ai mis ma confiance. Le drame, c'est que j'ai mis ma confiance quand ils m'ont dit le ministre Désiré Tagoro nous a envoyé pour pouvoir t'aider à régler un problème. Si le ministre Tagoro vous a envoyé pour régler un problème, en 2009 jusqu'en 2025, 16 ans, vous ne prenez pas en otage ma vie en détournant ces fonds et me fait passer pour un coupable et je vais croiser les bras. C'est ce combat-là qui continue. Ce n'est pas un combat de procuration politique. Et je vous avoue que sur l'aspect politique, j'aurai aussi mon mot à dire et je me prépare aussi à dire mon mot pour 2025. Et ça sera pour très bientôt. Et je n'ai pas peur aussi de cela. J'ai été déjà candidat, comme je vous l'ai expliqué, en 2021 chez moi à Guibérois, au plan politique, au niveau de la députation. Donc j'ai d'autres ambitions aussi politiques dans mon pays que je veux bien mener pour être aussi à l'aise un jour, président de l'Assemblée nationale comme Bitogo. Donc on ne fait pas des choses après pour sacrifier aussi les ambitions des autres. Et j'ai ces ambitions-là. Et je pense avoir les moyens à la fois intellectuels et les moyens physiques et politiques aussi pour pouvoir briguer cet poste chez moi. Donc, ce n'est pas un combat par procuration et je suis déterminé à aller jusqu'au bout. En tout cas, vous portez tellement bien cette cause que je vous ai écouté religieusement. Lorsqu'on voit tout de même le profil du président de l'Assemblée nationale, le ministre Adama Bitogo, vous avez dit tout à l'heure, lorsque cette affaire a éclaté en 2012, il a été démis de son poste de ministre de l'Intégration. Mais nous sommes en 2025, il est le maire de Yopougon. Il est le président de l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas tout de même qu'il est tout puissant tout de même pour continuer, on va dire, à être peinard et gravir les échelons, malgré tous les cris que vous pourriez pousser éventuellement? Oh, Et j'aurais, si vous permettez, je voulais ajouter un peu quelque chose, parce que tellement vous portez aussi bien ce sujet que j'aurais aimé même un petit débat contradictoire avec le ministre Adama Bitogo pour l'entendre quand même, parce que toutes les preuves que vous donnez là, elles sont assez irréfutables et elles le condamnent fermement, en tout cas sur vos dires et sur les preuves que vous nous apportez là, sur le récit même, tout le condamne. Mais encore une fois de plus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a de beaux jours pour rester peinard et continuer à monter en gravité et puis à pouvoir suivre ses ambitions? D'accord. Merci Guillaume. Oui, comme ça, on pourrait... Un président de l'Assemblée nationale, hein, voilà, un député, le maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Je respecte aussi ces statuts-là.
Je respecte ses statuts. Et comme je l'ai dit, moi-même, j'ai ces ambitions aussi demain, d'être maire, d'être député, président de l'Assemblée nationale. Et j'ai même dit dans une vidéo, même président de la République. J'aspire aussi à ça. Voilà, j'aspire à ça. Je vais vous faire une petite anecdote. Moi, en 90, lorsque j'ai été maire de la région de Gagnoa, le président Laurent Gbagbo était député en 81 et il m'a fait une bise sur le front lorsqu'il me faisait des cadeaux à la mairie de Ouragayo. Vous étiez meilleur élève J'étais meilleur élève de tout le DREN de Gagnoa. En quelle classe En 5e. Ok. Voilà, en 4e, excusez-moi. Et on devait préparer le BPC l'année prochaine. Et le président Laurent Gbagbo m'a fait une bise sur le front. Et j'étais président de la promotion en même temps. Et il m'a dit, président, ça va, tout. Puis il a dit, oui, monsieur le président, ça va. En ce moment, il était député, mais j'ai dit, monsieur le président. Et on s'est retrouvés après en 2010, lors de la campagne électorale au palais présidentiel. Et quand on s'est salué, j'ai dit, monsieur le président, c'est le président de Ouragayo, de la promotion, tout. Le président du conseil scolaire. Président aussi, voilà, le président du conseil scolaire. Donc, pour vous dire que, voilà, j'ai ça aussi en moi aussi. Vous êtes prédestiné à diriger quelque part. Voilà, diriger quelque part. Donc, je veux bien ça. Donc, c'est vrai, ce sont des titres. Ce sont des titres. Mais ces titres-là, elles doivent être l'enveloppe de certaines valeurs. Elles doivent être l'enveloppe de certaines valeurs. Je vous ai dit, quand moi j'arrive chez moi à Guibérois, tous les villages, je dis bien tous les villages, mes parents restent là, ils ne vont pas au champ. Il y a beaucoup de respect qu'on vous accorde en tout cas. Mais parce que je reflète, je dégage certaines valeurs. Vous comprenez? Ce n'est pas, il peut être président de l'Assemblée nationale, maire de Yopougon, comme récemment des gestes, d'éclat qu'il fait avec certaines personnes, mais je ne pense pas que cela pourrait le sortir des situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Cette question-là, je vous informe que depuis 2019, le procureur du parquet financier, je vais retrouver la plainte tout à l'heure ici, le procureur du parquet financier de Paris, qui est ici dans le 13e, a reçu une plainte pour toutes ces victimes qui n'ont pas reçu d'indemnisation contre ces personnes qui ont été identifiées, dont fait partie Adama Bitogo. Je vous informe que en juin dernier, au mois de mai dernier, le 27 mai dernier, la Cour des droits de l'homme ici, à Genève, a reçu encore une plainte concernant tous ceux qui étaient impliqués dans cette question. Il y a une panoplie d'actions comme ça qui sont menées. Aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on est au pouvoir. On peut être fort. Mais il y a tous les mécanismes dans le monde qui existent pour vous rappeler que vous n'êtes pas au-dessus de la loi, mais au-dessus des droits de l'homme. Vous comprenez? Nous sommes tous nés égaux. Moi, je veux juste m'arrêter là. Je ne vais pas prédire ce qui peut arriver à quelqu'un, mais les titres aujourd'hui ne peuvent pas forcément nous sauver demain. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que quelqu'un disait, on peut comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que le pouvoir en place ne veut pas céder la place, d'autant plus que il y a tellement enfin, ils sont englués dans beaucoup de sujets, dans beaucoup d'affaires. Quand on prend l'exemple patent tout de même du président de l'Assemblée nationale, il y a eu l'affaire aussi Snedaï, l'affaire des déchets toxiques. Là, vous parlez des plaintes, que ce soit au niveau de la Cour des droits de l'homme en Europe, que ce soit au niveau de Paris. Lorsqu'on est englué dans tout ça, est-ce qu'on a envie de quitter le pouvoir? Bon, ils sont mieux placés. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette question elle sera réglée. Mon vœu, c'est qu'elle soit réglée maintenant. Mon vœu, c'est qu'elle soit réglée maintenant. L'objectif, ce n'est pas forcément de créer des problèmes. Il faut qu'elle soit réglée maintenant. Parce qu'elle sera réglée tôt ou tard. Les victimes seront aussi dédommagées tôt ou tard. Je serai moi-même rétabli dans mes droits tôt ou tard. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et je voudrais dire en même temps que, même si on n'en parle pas trop, mais je reçois toutes sortes de menaces. Je reçois beaucoup de pression. Non, mais ça, il y a de quoi. Hein? Je reçois beaucoup de pression. J'essaie de survivre. Parce que comme je l'ai dit ici... Moi, quand je travaillais sur l'interview, quand j'ai vu la profondeur du sujet, ouais, je vous ai appelé, je vous ai dit, voilà, c'est une affaire assez profonde. Voilà, tout à fait. Donc, ce que je peux vous dire, moi, je n'ai pas prédit demain, mais je souffre déjà beaucoup de cette question-là.
Je souffre beaucoup de cette question-là. Mon vœu, c'est qu'aujourd'hui, à Genève, les victimes soient dédommagées. Je veux qu'à Amsterdam, on ait un petit imbroglio avec l'instance judiciaire pour les dossiers qui sont là-bas, qu'on ait un accord rapidement et nos parents là soient aussi dédommagés. Mais justement, ces dédommagements dont vous parlez, est-ce que les fonds vont être transférés sur un compte en Europe ou en Côte d'Ivoire? Parce que on risque de se retrouver dans la même situation où malheureusement les 22 milliards dont vous parliez tout à l'heure ont quelque part été détournés. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation si vous arrivez à obtenir des dédommagements, que ce soit en Suisse ou encore à Amsterdam? Bon, pour vous dire vrai, on n'a pas ce problème-là aujourd'hui. Parce que hier, c'était quelque chose de nouveau. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Une indemnisation à grande échelle comme ça, avec tout... Là, vous avez pris toutes les dispositions. Voilà, avec l'expérience, avec tout ce qui a prévalu, on a pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, les victimes, les indemnisations ne se feront pas par intermédiation, ne se feront pas par personne interposée. Il y a des victimes, par exemple, aujourd'hui, des comptes ont été ouverts. Je veux dire, ça va se faire directement. Okay. D'autres dispositions sont en train d'être prises pour ne pas qu'il y ait des fraudes. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais des dispositions ont été prises par nos avocats, français, marocains et suisses aussi, pour qu'on n'ait pas ce problème-là. Donc, je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus. Ça ne passera pas par un compte, je veux dire, géré par M. Gourou ou bien par une tierce personne. Les victimes, ça sera une indemnisation directe avec comment on appelle ça même, avec les avocats. Donc ça a été réglé. Je voudrais vous rassurer sur ça. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que nous n'avons pas aujourd'hui un protocole d'accord définitif avec l'entreprise pollueur qui est Trafigura, ou dans cet accord-là, on estime que l'ensemble des victimes, donc des personnes en Côte d'Ivoire, ont été dédommagées, ou on estime que la dépollution en Côte d'Ivoire, elle est définitive, ou on estime que nous avons pris d'autres dispositions, par exemple, pour aider ceux qui continuent de souffrir, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent d'avoir des séquelles de l'inhalation de ces déchets-là dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Donc, mettre en place, par exemple, un dispositif sanitaire de suivi épidémiologique de tous ceux qui manifestent encore, je veux dire, certaines pathologies après avoir respiré ces déchets-là. Par exemple, un hôpital dédié aux victimes. Par exemple, l'indemnisation précise et définitive et la clôture du dossier. Parce qu'on ne va pas poursuivre tout le temps aussi Trafigura. Tant qu'on n'a pas cet accord-là, tant qu'on n'est pas encore sûr que nos sols ne sont pas pollués. Parce que imaginez-vous, on a versé les déchets dans la terre en Côte d'Ivoire. On a respiré ce qui s'est évaporé. Mais ce qui est rentré sous les sols. Après, vous arrivez à Kouedo, vous arrivez à Benjevi, à l'épée et tout. Nos parents ont cultivé là-bas de la salade, des tomates et tout. Mais la traçabilité de tout ce qui est produit potager qui est arrivé sur les marchés, ça a été consommé. Des gens aussi ont eu des maladies par rapport à tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces sols-là, il y a eu une expertise en bonne et due forme. En février 2018, le Premier ministre Gon Coulibaly avait reçu un comité des Nations Unies qui ont dit qu'on avait ramassé tous les résidus de sol pollués et que ça a été transféré en France. Mais ramasser les résidus de sol pollués pour les amener en France ne veut pas dire qu'on a contrôlé forcément la nappe phréatique. D'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, que deviennent donc les sols qui ont été pollués en Côte d'Ivoire? Que deviennent les eaux qui ont été polluées? C'est ce combat-là, en fait, pour lequel nous nous battons. Et c'est pour ce combat-là que je dis qu'on ne peut pas souiller toute notre détermination, notre bonne volonté, notre bonne foi sur un titre de quelqu'un qui aurait détourné des fonds alors qu'on connaît les vrais coupables qui sont dans notre pays. Et moi, je ne veux pas porter cet héritage-là. Et je ne suis pas d'accord avec cet héritage-là. Je suis allé à l'école, j'ai fait mes études, j'ai eu la chance historique et spirituelle, même divine, que je sois choisi parmi des millions d'individus pour défendre la cause de millions d'autres personnes. Et je veux défendre bien cette cause-là. Ce n'est pas pour venir être impliqué dans une question de détournement. Ceux qui ont les fonds, notamment notre président de l'Assemblée nationale, que j'invite pour l'image même de la Côte d'Ivoire, pour même, je veux dire, l'image même de symbolique même de l'hémicycle de notre pays, que ces fonds-là soient restitués aux victimes. Ce qu'il a dit au président Alassane Ouattara, c'est que le ministre Cancan Sambiré, ministre de la Justice, est venu dire comme communiqué pour le démettre de ses fonctions de ministre pour sa propre dignité. Ce qui a fait qu'on t'a remplacé du gouvernement, il faut venir mettre l'argent en place. Chacun va être rétabli dans ses droits, on va payer les victimes, on va continuer le combat de la défense de l'environnement dans notre pays. Si on a bien structuré ce combat de la défense de l'environnement dans notre pays, on n'aura plus un deuxième Probo Kuala ou un deuxième Trafigura chez nous, parce que des hommes se seraient levés pour porter la voix et pour porter aussi certaines résolutions ou certaines solutions. Et c'est ça que moi j'ai travaillé.
aussi, pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que j'ai voulu être député, et je vais me battre toujours pour être un député, pour diriger même l'Assemblée nationale, pour qu'on vote des lois sur cette question-là, expressément. Il n'y aura plus de bateaux dans notre pays avec notre génération. Il y a eu dernièrement le bateau Zimrida qui a failli aussi déverser, je crois, de l'engrais. Et bon, avec l'ammonium, oui. Voilà, c'est ça. Nous avons suivi tout ça de loin, mais je pense que l'État a pris certaines dispositions. Et je veux saluer aussi l'éveil et l'alerte du peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y a eu Trafigura hier qu'aujourd'hui on réagit comme ça. C'est ce dynamisme-là de conscience que nous revendiquons. Et tant que nous, on sera à l'aise pour alerter sur ce genre de choses qui doivent être faites pour ne pas que le malheur nous arrive, mais il faut qu'on ait les bras libres. Il faut qu'on soit tranquille. Et tout cela vous a amené à créer le Parti des Verts. On va en parler dans la dernière partie de l'interview. Oui. Mais justement, avant de refermer, c'est vrai qu'on a assez parlé de l'implication, malheureusement, du président de l'Assemblée nationale dans cette affaire, Probo Kuala. Mais lorsque vous traitez ce sujet, j'ai vu certaines de vos vidéos, vous en prenez, ça m'a fait un peu rigoler, vous en prenez à son conseiller en communication, le grand frère Alain Toussaint. Vous dites, oui, il fait des inside pour blanchir l'image. Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire? Pour parler comme le petit gars de Yop, il a quoi à voir dans cette affaire? Non, bon, je me suis amusé à voir ça. Vous avez ressassé ça tellement dans certaines de vos vidéos. Je l'ai dit parce que j'ai vu un peu aussi le travail que M. Alain Toussaint y fait. Je l'ai dit parce que c'est un travail qui... Vous voyez, c'est comme une tâche, en fait. C'est comme une tâche quel que soit ce qui va être fait. J'ai vu que c'était c'est un exercice... C'est peine perdue, quelque part? Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que les consciences aujourd'hui sont assez matures quand même? Parce que mine de rien, on voit tout de même comment est-ce que la campagne a été menée à Yopougon. Le ministre Adama Bictogo a gagné en faisant des concerts. On voit aujourd'hui comment est-ce que le jeune Morel a été mis à la mairie de Yopougon après un petit tournoi de Maracana. Bah, c'est ce que les peuples veulent, non? N'est-ce pas? Donc ça va toujours prospérer. Vous savez, ça c'est du coupé-décalé politique. C'est ce que vous pensez? Oui, ça c'est du coupé. Mais ça prospère tout de même? Non, ça c'est du coupé-décalé politique. Ça prospère pour un temps et pour une certaine génération. Vous voyez? Tout ce que je suis en train d'évoquer, j'ai pris des éléments factuels que je vous ai remis. Dans tout ce que je vous ai donné, je ne suis pas auteur, à part ma parole, des accusations contre M. Bictogo. Non, j'entends. Ça veut dire quoi? Vous avez donné des preuves assez étayées. Ça veut dire quand même. Que la police économique parle de lui. Jeune Afrique parle de lui. Le président de la République même a parlé de lui. Tous les organes de journaux. Aujourd'hui, quand vous dites Adama Bictogo, en termes de scandale, il est référencé en quoi? Tapez sur Google, déchets toxiques. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, quel que soit le coupé-décalé politique qu'on va faire, forcément, votre image... Mais tout de même, M. Alain Toussaint a de l'entre-gens. Il a pu quand même le faire introduire, on va dire, à l'Assemblée nationale française. Il a pu le faire rencontrer récemment quand il est arrivé de la France. Il a été à une rencontre avec des chefs d'État au Libéria. Est-ce que vous savez il y a pas mal de choses qui sont quand même de bonnes missions, des missions de bonnes offices qui sont... Je suis d'accord, mais est-ce que vous savez que moi, j'ai été aussi reçu à l'Assemblée nationale française? Okay, est-ce que vous savez à la tribune? Non, pas à la tribune. Avec la présidente qui est en ce moment aussi d'un petit... Pas à la tribune. À l'Assemblée nationale française, il y a beaucoup de commissions. Vous savez là, ce que il n'était pas en commission. Non, pour l'instant, moi, je suis en commission. Okay. Le jour viendra, je serai à la tribune. Okay. Un jour viendra où je serai à la tribune. Chaque chose a son temps. Donc, aujourd'hui, on peut faire beau ce qu'on a à faire. Tout ça, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, j'ai dit, ce sont des valeurs. Entre tout ce que je viens de dire, le Morel, il suffit pour lui. Je suis heureux pour lui, le jeune Morel qui a été pris à la mairie de Yopougon et tout. Mais imaginez-vous... On a vu aussi une jeune fille qui voulait rentrer dans la police municipale aussi, qu'il a fait entrer rapidement. Mais imaginez-vous, devant ces individus... Pour vous, tout ça, c'est de la politique spectacle. C'est de la vraie politique spectacle. Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais moi, on pourrait capitaliser ça autrement. Mais imaginez-vous, 1080 personnes qui n'ont pas été dédommagées. Et que ce même président de l'Assemblée nationale, ou le maire de Yopougon, qui a été accusé par la police et même la justice qui l'incrimine, et qui aussi aujourd'hui est encore accusé par Claude Gourou, mais demande que des gens aillent à la banque récupérer ces fonds-là qu'il a reçus indûment, comme il a dit au président de la République et comme il a dit aux journalistes qu'il allait restituer ces fonds. S'il y a 1000 Morel qui sont alignés, qui dédommagent, quel effet que ça peut donner qu'un seul Morel qui prend la mairie de Yopougon? Non, soyons sérieux. J'ai du respect pour ce qu'il a fait pour le jeune homme. Mais vous voyez la différence? Un, c'est lui-même qui s'agrandit. Deux, il a sauvé au plan social des milliers de personnes qui avaient été dépourvues de leurs fonds. Et troisièmement, c'est des valeurs qu'il dégagerait.
pour dire que c'est un homme d'État. Il y a un problème social, je veux dire, du pays qui a duré même après 10 ans ou 15 ans, mais il a estimé qu'il fallait prendre la hauteur, la grandeur d'esprit pour pouvoir résoudre cette question-là. Et il le fait. Mais on ne s'arboute pas, on ne se braque pas sur sa force politique temporaire. Parce que tout ça, c'est temporaire. C'est ce que j'expliquais, c'est temporaire. On termine rapidement. Ça va passer. On termine rapidement. Voilà. Donc il faut qu'il restitue les fonds des victimes. C'est ce qui est essentiel. Le message, il est passé. Voilà. Ne vous Et en tant faites que ça, pas. c'est pas restitué, mais vous comprenez, comme je dis, je ferai le tour encore de l'Europe pour en parler, le tour encore des chaînes pour en parler, jusqu'à ce que solution soit trouvée, jusqu'à ce que les victimes soient dédommagées et chacun soit rétabli. Non, soyez-en sûrs. En tout cas, cette interview aura des échos, de très forts échos. Ça, je n'en doute même pas. Mais on termine rapidement en tant que président du Parti des Verts en Côte d'Ivoire. Un mot sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas prendre des détails, mais un mot sur l'atmosphère, la situation politique. Je disais tout à l'heure, lorsque aussi je faisais cette recherche un peu, les recherches dans le cadre de la préparation de cette interview, j'ai vu que vous étiez sur un plateau en septembre 2020 et à un mois des élections, on voyait que Justin partait en prison. Nous sommes encore, là nous sommes en août 2025, les élections c'est dans 2 mois. On voit que le ministre Lida Kwasi est enfermé, on voit encore, c'est bis repetita. Et les leaders de l'opposition sont un peu pourchassés. Et même si le procureur général a sonné un peu le glas, il a dit c'est la fin de la récréation, il allait sévir. Mais bon, lorsqu'on voit toute cette atmosphère, dans toutes ces déclinaisons, qu'elles soient judiciaires, politiques, et sociales et autres, avec toutes les marches qui ont cours, quel est votre commentaire, votre avis sur la situation politique ivoirienne? C'est la dernière question. D'accord, avant d'arriver à cette dernière question. L'avant-dernière question. Voilà, comme j'avais dit aussi, le 22 pour les victimes, le 22 avril, le 22 août, pardon, le 22 août 2025. Oui. Je pense que nous allons faire une déclaration très importante pour le bonheur de l'ensemble des victimes. Voilà, par la suite du combat qu'ils sont en train de mener, des actions à Genève. Je voulais d'abord faire cette précision avant de clôturer ce premier sujet. Concernant l'aspect politique, comme vous l'avez dit, hein, moi j'ai dit les mêmes acteurs sont là. Les mêmes ingrédients sont réunis. Est-ce qu'on va nous servir 2010 ou 2020? Ce sont les questions que tous les Ivoiriens se posent. Aujourd'hui, en tant que, avec la casquette du président du Parti des Verts, mon avis sur ça est très simple. Il faut que le président Alassane Ouattara ouvre le dialogue. Il faut qu'il ouvre le dialogue. Quand je suis revenu en 2014, et après, quand on rentre à Abidjan, il y a des choses fondamentales qui ont été faites. Sous Laurent Gbagbo, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on cumule 2010 et 2025, la Côte d'Ivoire mérite mieux qu'une crise en 2025. Moi, j'ai eu la chance de, je ne vais pas dire pratiquer, mais de connaître aussi le président Laurent Gbagbo, de faire des choses aussi pour lui, sans forcément que ce soit lui qui nous envoie à un moment donné. J'ai connu l'homme. Mais j'ai connu aussi des gens aussi du RDR. Je vous parlais tout à l'heure du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il y a aussi d'autres personnes au niveau du RADP, mais qui ont une grande vision de l'État. Des solutions peuvent être trouvées si ils s'asseyent pour discuter. Pour être honnête avec vous, la politique, c'est la politique. On ne pleurniche pas. On a des actions, on a des décisions. Ça peut être difficile, ça peut être injuste, mais c'est ça qui est le sens de la lutte que ceux qui mènent disent. Nous sommes dans un combat. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de lutte. Vous me suivez? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, Chablé Goudé, le président Guillaume Soro, le président Tidiane Thiam, ils ont leur place sur la liste électorale. Vous voyez, le ministre Joël Nguessan a dit, si la crise arrive en Côte d'Ivoire, ce seraient nos magistrats parce qu'ils prennent des décisions trop graves. Il a été mis en prison. Je ne soutiens pas les propos de Joël Nguessan, mot pour mot. Mais qu'est-ce que je retiens de ce qu'il a dit en réalité? Je retiens que, en tant qu'ancien ministre, en tant que même membre du RADP, il a des inquiétudes sur la mise à l'écart des opposants. Que le président Alassane Ouattara crée le dialogue, les conditions d'un dialogue, avant octobre 2025. La loi, c'est la loi.
Mais la même loi, nous appartenons à une génération où la loi a été, à un moment donné, contournée, utilisée. Nous, on était encore à l'aéroport où on attendait le retour de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui revenait de Pretoria, où le président Alassane Ouattara était candidat. Nos amis, nos frères, les gens sont quittés à Bobo en train de danser dans les rues parce qu'on dit, oui, il y a eu l'article 48, il est candidat maintenant. Ça a été une joie. Abidjan n'a pas brûlé. Le pays n'a pas brûlé. Une grande partie des Ivoiriens étaient heureux et les gens ont dansé. Parce que le président Alassane Ouattara avait été autorisé à être candidat. Et ça, on était étudiants. On a vécu ça en direct. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est là. Les autres sont là. Mais mettez-le sur la liste électorale. Une autre partie des Ivoiriens aussi vont danser et la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Le RADP, c'est une grande machine. C'est un grand parti. Mais Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. On ne doit pas avoir peur de ses opposants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut, mon avis, les emprisonnements, ce qui vient, je ne maîtrise pas les contours des affaires qui conduisent à cela. Il y a une grande partie des partisans ou des responsables de ceux qui sont emprisonnés qui parlent de chasse, en tout cas, et répression aux opposants. Ça donne tout l'air parce que ça s'enchaîne. Il y a plusieurs personnalités. Mais pour me résumer, j'estime que le président Ouattara gagnerait pour la Côte d'Ivoire et pour lui-même aussi. Pour lui-même surtout, pour lui-même. Il gagnerait à ouvrir le dialogue et à inscrire le président Laurent Gbagbo, le ministre Tidiane Thiam, le ministre Charles Blé Goudé et le président Guillaume Soro sur la liste électorale. Ça, quand ce n'est pas fait, ça va porter forcément un goût amer à l'histoire même de sa gouvernance, à l'histoire, je veux dire, de notre pays. Et les craintes sont partagées. J'ose espérer que le bon sens, et tel qu'il a appelé le président Laurent Gbagbo pour aller à la fête de l'indépendance, il appelle avant le 25 octobre 2025 pour l'informer qu'il sera aussi sur la liste électorale pour que les joutes électoraux se déroulent dans les meilleures conditions. Et c'est ce que je souhaite pour mon pays. En tout cas, on croise les doigts pour la Côte d'Ivoire. ActuPeople.net a reçu sur ce plateau M. Claude Gourou, président des victimes des déchets toxiques. Voilà maintenant 19 ans qu'il se bat pour que ces victimes-là rentrent dans leurs droits. Il a fait le récit. Il a donné tous les détails. Il nous a éclairé. Lorsqu'il y a eu la première indemnisation portant sur les 100 milliards de francs CFA, c'était à l'actif de l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, à partir d'initiatives privées, il a pu avoir un autre dédommagement portant sur 22 milliards. C'est sur ces 22 milliards, c'est sur cette somme-là qu'il y a eu tous les soucis parce qu'on s'est retrouvé face à un problème de détournement. Il a étayé cela avec des faits, avec des rapports de police, avec des rapports de justice et même avec des articles de presse. Et la personne qui est incriminée dans cette affaire, malheureusement, c'est le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le clair de cette interview, il a donné, en tout cas, toutes les preuves irréfutables. On aurait aimé, comme je l'ai dit tantôt, peut-être un débat contradictoire pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il en est. Mais avec tous les articles de presse, en tout cas, chacun se fera l'idée de cette affaire. Une chose est sûre, il continue le combat devant les tribunaux en Hollande, devant les tribunaux à Genève, en Suisse. Il est en train de se battre et il a de bonnes nouvelles. Il vous a dit, il donne rendez-vous le 22. Et c'est clair qu'on le recevra encore sur le plateau d'ActuPeople.net. Moi, je suis très, très, très heureux parce qu'il a vraiment bien décliné son sujet. Il a pu, en tout cas, donner tous les éléments d'appréciation pour que chacun puisse apprécier à sa façon. Ma toute dernière question, un dernier mot, un message très fort pour mettre fin à cette interview. Merci, Guillaume. Un message fort, je voudrais simplement demander à la justice de mon pays de nous aider dans ce combat-là. Je peux comprendre et je respecte toutes les décisions de justice. Mais il y a des injustices que nous pouvons réparer en tant que patriotes. Le combat que nous menons, ce n'est pas contre notre pays. C'est une multinationale qui a posé un acte, mais nous ne sommes pas aussi en guerre contre cette multinationale. Nous nous battons juste pour la réparation des préjudices qui ont été subis par nos parents. Nous voulons avoir la plénitude de notre liberté physique, psychologique pour aller au bout de cette question-là. Je pense que je fais confiance encore à la justice de mon pays pour que la vérité soit dite dans les dernières décisions de la Cour de cassation qui sont à venir après les vacances judiciaires, on m'a dit. Et nous avons déposé des requêtes donc encore devant la Cour de cassation de mon pays
pour que je sois rétabli dans mes droits. Je voudrais dire au président de l'Assemblée nationale de mon pays, maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Mme Ampitoko, je le dis, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème de vie, c'est un problème de dignité, c'est un problème d'honneur. Et je voudrais encore l'inviter. Je ne l'ai fait par écrit, je ne l'ai fait par personne interposée. Je voudrais encore l'inviter. Il y sortirait grandi qu'il serait temps qu'il puisse régler définitivement cette question-là. Les victimes n'ont pas encore reçu l'indemnisation et le premier responsable que je suis est encore poursuivi devant les tribunaux pour ces fonds qu'il détient. Et je pense que après avoir fait la promesse au président Alassane Ouattara de restituer ces fonds et après avoir fait des déclarations dans la presse écrite, il n'est pas encore tard que cette question-là soit réglée. Nous sommes déterminés pour que justice soit rendue. Nous sommes déterminés pour que chacun soit rétabli dans ses droits. Nous ne voulons pas, en tout cas, avoir le sentiment de nous en prendre aux institutions de notre pays, notamment l'Assemblée nationale ou le président qui incarne cette institution de notre pays, mais c'est juste une question de bonne foi, une question d'honneur et de dignité. Et j'ose espérer que toutes les victimes seront heureuses d'apprendre que leurs fonds d'Abidjan ont été restitués et surtout aussi leur rappeler que très bientôt, cette annonce sera faite. Nous continuons de nous battre au niveau de Genève. Nous sommes à pied d'œuvre comme nous pouvons, avec nos avocats, pour que l'histoire puisse retenir que les victimes ont été totalement dédommagées. Trafigura reconnaît son tort dans notre pays et que, enfin, nous retournons en Côte d'Ivoire, mettons en place un dispositif législatif pour pouvoir préserver, en tout cas, l'environnement dans notre pays pour qu'il n'y ait plus un deuxième Probo Kuala. C'est ça notre combat et je pense que nous sommes déterminés pour cela. Et le Parti des Verts que je dirige est à pied d'œuvre pour que, véritablement, nous puissions œuvrer aussi à une Côte d'Ivoire verte, une Côte d'Ivoire non polluée, sans déchets et avec des hommes aussi de valeur. Et je voudrais aussi profiter, comme je l'ai dit, pour lancer un appel vraiment au président de la République qui fasse le geste qui sauve. Et ce geste-là, je crois que c'est de permettre, en tout cas, à ce que les hommes politiques et avec qui il a travaillé hier puissent aussi participer à l'émergence, pour utiliser son mot, de la Côte d'Ivoire. Permettre que Alassane Ouattara et permettre que le président Laurent Gbagbo, le ministre Chablé Goudé, Guillaume Soro et le président Tidiane Thiam soient sur la liste électorale. Et je pense que cela va contribuer à apaiser la situation de notre pays et nous sommes prêts à accompagner, en tout cas, cette paix-là. Voilà ce que je voudrais vraiment dire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et à vous, merci beaucoup à Actu People pour l'opportunité que vous donnez pour que la vérité de toutes ces milliers de victimes-là soit sûre et que vous aussi vous appuyez le combat de ces centaines de milliers de familles qui attendent encore réparation après le crime environnemental et humanitaire que nous avons subi en 2006. Merci et chapeau à vous aussi. Et espérons vraiment faire grand chemin pour que d'ici bientôt, toutes ces personnes qui attendent l'indemnisation soient rétablies dans les droits. Nos avocats ont demandé près de 30 000 francs suisses devant le tribunal suisse, c'est-à-dire qu'il y a environ 20 millions par individu. Nous avons près de 57 000 dossiers qui ont été validés. Donc, pour 57 000 personnes qui ont été retenues sur près de 80 000 qu'on avait pu déposer. Et aujourd'hui, je crois que 30 000 francs suisses sont en train d'être débattus. Et d'ici le 22, comme j'ai expliqué, nous aurons de bonnes nouvelles pour nos parents et pour toutes les familles. Mais que Dieu bénisse encore la Côte d'Ivoire. Et je vous dis à très bientôt. Merci à Actu People. Et nous allons compter sur vous comme partenaire pour accompagner ces familles-là, pour accompagner les Ivoiriens. Et c'est un combat noble. J'en suis très fier et je suis prêt à aller jusqu'au bout pour que nous soyons rétablis dans nos droits après avoir été pollués, empoisonnés par Trafigura. Et j'espère qu'un accord définitif sera trouvé avec Trafigura dans notre pays pour le bonheur des Ivoiriens et l'État de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. On se donne rendez-vous le 23 août certainement, après la bonne nouvelle du 22 août. Et je voudrais vous dire félicitations pour tout ce combat que vous menez. Et vous le menez avec tellement de peps qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai pris plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Merci. On se donne rendez-vous encore une fois de plus, comme je dis. Et on espère que, que justice sera dite et que chacun pourra rentrer dans ses droits. D'ici là, merci à tous les abonnés d'ActuPeople.net. Merci à mon jeune frère Fred depuis les États-Unis. J'ai vraiment aimé ton mail et j'ai aimé l'analyse que tu as faite par rapport à ActuPeople.net. C'est clair que tu seras l'une des personnes parmi les millions de personnes à voir cette interview. Je te dédie en tout cas cette interview
Voilà, je voudrais te dire merci. On a eu un échange très enrichissant il y a 3 heures, il y a quelques jours, pendant 3 heures de temps. J'ai vraiment apprécié. Merci encore, Monsieur Claude Gourou. Sincèrement, j'ai été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre numéro sur ActuPeople.net. C'était Guillaume Vergès. Ciao.